Nous allons aujourd'hui parler d'une des périodes les plus sombres de la cité phocéenne, la Grande Peste de 1720. Bienvenue dans le deuxième épisode de Massalia. En 1720, Marseille est une ville prospère et surtout une ville d'importance majeure dans le commerce méditerranéen et dans le commerce européen. La ville compte à l'époque entre 80 000 et 100 000 habitants à peu près. La majeure partie des Marseillais habitent au nord du port, dans la vieille ville, aujourd'hui entre le Panier et la Joliette. Nous sommes pendant la Régence, après la mort du roi Louis XIV et avant l'intronisation du jeune roi Louis XV, qui n'a à la mort du roi que 5 ans et 9 mois. La Régence est assurée par Philippe d'Orléans. C'est dans ce contexte que l'une des premières expériences libérales a lieu, la mise en circulation des billets de banque, tout nouveau pour l'époque. On parle du système de Law, du nom de l'écossais John Law, le but étant entre autres d'effacer les dettes de l'État, mais surtout de permettre l'émission de titres boursiers. Des fortunes se créent alors grâce à la spéculation. La population marseillaise était très frileuse à l'idée d'utiliser des billets de banque, car un billet c'est avant tout une reconnaissance de dette de l'État envers le possesseur du billet. Ce billet n'a donc de valeur que si l'État est solvable. Or à l'époque, l'État était endetté chroniquement à cause des guerres qui coûtent beaucoup d'argent à la couronne, la guerre de succession d'Espagne notamment. Ces billets de banque étaient considérés par les financiers comme des chèques sans provision. Et pour le peuple, ils joueront un rôle désastreux durant la peste. Dès la mise en circulation des billets en 1720, ils perdent aussitôt 60% de leur valeur. Je vous laisse imaginer ce que fut alors la valeur de ces billets en période de crise. Le commerce et les règles sanitaires qui le régissent étaient en théorie très strictes. Elles étaient a priori efficaces car Marseille n'avait pas connu de peste depuis plus de 70 ans. Aucun système n'est infaillible ou incorruptible. Ce dernier repose sur des patentes qui sont des documents remis au capitaine du navire au départ de chaque port. Il existe 3 types de patentes. La patente nette, lorsque rien de suspect n'existe dans la région au moment du départ du vaisseau. La patente suspecte, lorsque règne dans le pays une maladie soupçonnée pestilentielle. Et la patente brute, lorsque la région est contaminée par la peste. Ces patentes permettaient d'imposer des quarantaines plus ou moins sévères. À Marseille, si le navire était soupçonné d'avoir été touché par la peste, une quarantaine était imposée à l'île de Jars ou à l'île de Pomègue. En fonction du type de patente, la quarantaine était de 30, 35 ou 40 jours pour les marchandises, 16, 20 ou 30 jours pour les bâtiments et 8, 15 ou 20 jours pour les passagers. Les passagers et les marchandises étaient débarqués aux infirmeries. Le bureau de santé qui doit faire appliquer cette réglementation est une assemblée de 14 membres bénévoles qui est composée de notables, de 2 échevins sortant de charge et de gens de loge, marchands et négociants, élus chaque année par les échevins, l'équivalent du conseil municipal. On sait alors que ces derniers, peu avant la déclaration de la peste en 1720, n'étaient pas très exemplaires, notamment au niveau des infirmeries. En effet, les procédures de non-contact entre les marins en quarantaine et les familles de ces marins n'étaient pas toujours bien respectées. Les infirmiers racontent même qu'à l'époque, les intendants sanitaires organisaient aux frais de l'administration des banquets et des parties plus légères au sein des infirmeries. Le premier échevin Estel ainsi que de nombreux marchands possédaient des marchandises et étaient les armateurs de nombreux navires arrivant au port de Marseille. Il faut savoir que le premier échevin c'est l'équivalent du maire de la ville. On voit alors naître le conflit d'intérêts qui pouvait pousser les membres du bureau de santé à fermer les yeux sur la cargaison de certains navires ou du moins accélérer la procédure de quarantaine. C'est ainsi que le Grand Saint-Antoine fait son apparition, un navire dont les armateurs sont entre autres l'échevin Estel et le capitaine Château. La marchandise du Grand Saint-Antoine était composée d'étoffes de soie et de balles de coton pour une valeur de 300 000 livres. Pour info, 300 000 livres de l'époque, ça fait 9 millions d'euros aujourd'hui approximativement. Destinées à être vendues à la foire de Beaucaire de juillet.
Le temps était donc précieux, il fallait que les marchandises soient livrées à temps, sans quoi les armateurs auraient perdu des sommes d'argent colossales. Je rappelle que le salaire journalier moyen à l'époque est d'approximativement 3 livres. Le grand Saint-Antoine quitte Marseille le 22 juillet 1719 et relie successivement Smyrne, Larnaca et Saïda, où il embarque de la soie et des sacs de cendres destinés au lest et afin d'absorber l'humidité des cales pour assurer une meilleure conservation des précieuses étoffes. Cette cendre servait aussi à Marseille aux savonneries qui l'incorporaient dans leur préparation. Le consul Poulard, qui ignore que la peste sévit à Damas, délivre une patente nette alors que le chargement est probablement contaminé. Le navire arrive à Tyr et complète sa cargaison par de nouvelles étoffes probablement aussi contaminées. Le navire reprend la mer mais doit faire escale à Tripoli pour remédier à des dégâts causés par une violente tempête. Le vice-consul de Tripoli délivre également une patente nette. Le 3 avril 1720, le navire se dirige vers Chypre après avoir embarqué 14 passagers. Le 5 avril, un Turc meurt à bord et son cadavre est jeté à la mer. Les passagers descendent à Chypre et le navire repart le 18 avril 1720 en direction de Marseille. En cours de route, meurent successivement 5 personnes dont le chirurgien de bord. L'alerte est grave et le capitaine Château décide de s'arrêter dans la rade du Brusque, à proximité de Toulon, pour prendre l'avis des propriétaires de la cargaison en toute discrétion. Le grand Saint-Antoine fait alors demi-tour pour rejoindre Livourne, où il arrive le 17 mai. Les Italiens interdisent l'entrée du navire dans le port et le font mettre à l'ancre dans une crique gardée par des soldats. Le lendemain, 3 personnes décèdent à bord. Les cadavres sont examinés par des médecins qui concluent à une fièvre maligne pestilentielle, ce qui à l'époque ne désigne pas du tout la peste. Les autorités de Livourne mentionnent au dos de la patente de Tripoli qu'elles ont refusé l'entrée du navire dans le port à cause de la mortalité d'une partie de l'équipage. Le navire retourne alors vers Marseille. Il y a eu depuis le départ de Tripoli 9 décès à bord. À son arrivée, le capitaine Château se rend au bureau de santé faire sa déclaration à l'intendant Semenier Tyran. Il lui fournit les patentes nettes et l'informe des décès survenus durant la traversée. Le 27 mai, 2 jours seulement après l'arrivée du navire, un matelot meurt à bord. Le bureau de santé, à l'unanimité, décide d'envoyer le bateau à l'île de Jars, puis se ravise et dans une seconde délibération décide de faire transférer le cadavre aux infirmeries pour examen. Ils envoient ensuite le navire à l'île de Pomègue, dans l'archipel du Frioul. Le 29 mai, ce même bureau décide, fait inhabituel, de faire débarquer aux infirmeries les marchandises de valeur, tandis que les balles de coton doivent être transférées à l'île de Jars. Le 3 juin, le bureau revient sur sa position et prend une décision encore plus favorable aux propriétaires de la cargaison. Toutes les marchandises seront débarquées aux infirmeries. La déclaration du capitaine Château est falsifiée par addition d'un renvoi indiquant que les membres d'équipage décédés en mer sont morts de mauvais aliments. Le 13 juin, veille du jour de sortie de quarantaine des passagers, le gardien de santé du vaisseau meurt. Le chirurgien de service du port, Guérard, examine le cadavre et conclut à une mort par vieillesse, sans observer des marques de peste. Un mousse tombe malade et meurt le 25 juin. À partir de ce jour, plusieurs portefaix, les portefaix ce sont des gens qui portent des fardeaux, c'est un métier à l'époque, qui ont manipulé les ballots de coton décèdent. Le bureau de santé s'inquiète très sérieusement et décide de transférer le vaisseau à l'île de Jars, de faire brûler les hardes des personnes décédées et d'enterrer les cadavres dans la chaux vive. Ces mesures arrivent vraiment trop tard, car des tissus sortis en fraude des infirmeries ont déjà transmis la peste dans la ville. À ce moment-là, il faut rappeler un peu ce qu'est la peste. La peste est une maladie qui se transmet par les puces porteuses du bacille de Yersin. Ces dernières piquent les humains et leur transmettent la maladie. À l'époque, on ne sait pas grand-chose de la peste. On pense qu'elle se transmet par l'air, par le vent ou par les marées. Mais l'expérience fait porter la suspicion sur les marchandises, tels que les étoffes et les meubles au sens large, que l'on brûle en premier dès qu'une épidémie est déclarée. La peste se manifeste par des bubons, de la fièvre et est très contagieuse. C'est en échangeant des vêtements et par la contrebande que l'épidémie démarre. Elle touche au début quelques gens dans les bas quartiers de la vieille ville. Cela ne préoccupe pas du tout les autorités. Au début, on ne pensait pas du tout à la peste, mais plutôt à des fièvres qui étaient avant tout une affaire de pauvres. En effet, les gens modestes à l'époque vivaient dans des conditions d'hygiène déplorables. La révélation au grand public d'une épidémie de peste serait une catastrophe pour Marseille qui vit essentiellement du commerce. Le premier cas se déclare le 20 juin dans les vieux quartiers.
Mais début juillet 1720, tout va bien pour les échevins qui dissimulent la vérité pour faire perdurer le commerce. Il devient alors impossible de mentir et la quarantaine de Marseille est alors ordonnée. Le Conseil d'État prend le 14 septembre 1720 un arrêt qui annule toutes les mesures prises et prononce un blocus de Marseille. Mais il est déjà trop tard. Toutes les villes alentours décident de fermer les routes. Le 2 août, une ceinture de flammes encercle la ville. En effet, chacun fait brûler du bois d'olivier, des fagots sarments censés arrêter la peste sur les conseils du père Sicard, docteur en médecine. Cela n'a évidemment aucun effet. Au plus haut de la crise d'août à septembre, il meurt jusqu'à 1000 personnes par jour. Il n'est plus possible d'enterrer tout le monde décemment depuis longtemps. Des fosses communes sont alors aménagées, ce qui est horrible pour un catholique de l'époque, car un enterrement sans les derniers sacrements veut dire privation du paradis. Mais il n'est plus possible d'enterrer personne. Les cadavres s'entassent dans les rues. Les gens se pressent aux hôpitaux de fortune où aucune aide ne peut leur être donnée. On en vient à ne plus différencier dans les rues les morts des mourants. Une odeur pestilentielle couvre Marseille. Plus personne ne veut prendre le risque d'attraper la peste en s'occupant des cadavres. Ces derniers, parfois gisant dans la rue depuis plusieurs semaines, gonflés, séchés par le soleil, noirs, à moitié mangés par les chiens, bref, une horreur. On enrôle alors des forçats, des galériens condamnés aux galères, pour effectuer la sale besogne de ramasser les cadavres. Tous meurent dans les jours qui suivent leurs travaux. Les nourrissons et les enfants privés de leurs parents sont recueillis par les religieuses, mais la mortalité y est aussi très présente. Je pense qu'il est aujourd'hui impossible d'imaginer le calvaire que nos ancêtres ont subi. C'est vers la fin de l'épidémie que le Chevalier Rose intervient. Sa première action fut d'ériger une potence qui avait valeur d'avertissement pour tous ceux qui se livraient à des vols, à des exactions en tout genre. En effet, la ville étant considérablement dépeuplée et les maisons vides, il était de plus en plus simple de voler. Mais s'il devient un héros de cette période, c'est notamment pour avoir dégagé l'esplanade de la Tourette de ses cadavres. Il fit ouvrir 2 anciens bastions pour y jeter les cadavres, qui présentent à peine forme humaine et dont les vers mettent les membres en mouvement, dit-il. Avec l'aide d'une compagnie d'environ 150 soldats et forçats, que l'on appelle les corbeaux. Durant l'épisode de la peste, il organise aussi le ravitaillement de la ville et crée un hôpital. Il fut atteint par la peste, mais il en réchappa par miracle. Les chances de survie de l'époque étaient de 1 pour 1 millier. L'évêque de Belzunce est une figure emblématique de cette époque. Perçu comme un homme d'une grande modestie, ce qu'il rappelle à qui veut bien l'entendre, ce dernier n'a pas fui et s'occupe des mourants en leur apportant le réconfort spirituel qui fait défaut en ces jours sombres. Il fait des processions et consacre la ville au Sacré-Cœur pendant une messe célébrée le 1er novembre 1720 sur le cours qui porte désormais son nom, le cours Belzunce. L'épidémie finit par se dissiper malgré tout. En février 1721, la majorité des malades viennent de toute la Provence. C'est cette dernière qui souffre alors des répliques de l'épidémie qui lui enlève à elles aussi 50 000 personnes. À cette époque et dans ce contexte, de nombreuses croyances émergent concernant la peste. Les voleurs ont profité de cette époque pour dérober ce qu'il y avait à dérober. Une question se pose alors, comment ces derniers font-ils pour ne pas être touchés par l'épidémie? Après avoir été capturés et reconnus coupables, on torture certains brigands pour connaître le secret de leur immunité face à la maladie. Ces derniers avouent qu'ils utilisent une mixture à base de vinaigre et de plantes qu'ils se passent ensuite sur tout le corps. À partir de ce moment-là, tout le monde veut de ce vinaigre des 4 voleurs qui permettait de s'immuniser contre la maladie. On retrouve sur de nombreux documents d'époque des taches de vinaigre indiquant que le remède miracle avait été adopté par ceux qui pouvaient se le procurer. Les médecins de l'époque, enfin ceux qui étaient restés et qui n'avaient pas succombé à la maladie, étaient vêtus d'une étrange manière. Une soutane les couvrait en intégralité et ils portaient un masque en forme de bec d'oiseau dans lequel ils bourraient des herbes médicinales censées empêcher les miasmes de se propager. Ils utilisaient aussi des baguettes en bois pour examiner les pestiférés. Paradoxalement, cela fonctionnait car la peste est véhiculée par les puces, les médecins étant couverts intégralement, ces derniers ne pouvaient pas être piqués. En tout cas, cela était moins facile. Un orage sans commune mesure éclate juste avant l'apparition des premiers cas de peste à Marseille. Ce dernier fut considéré a posteriori comme un avertissement divin que la peste allait s'abattre sur la cité phocéenne. On peut maintenant se demander qui sont les responsables de la peste. Estelle, à qui appartenait une partie de la cargaison du Grand Saint-Antoine, est tout d'abord soupçonnée de trafic d'influence auprès des intendants de la santé. Grâce au soutien de l'intendant Lebré, il sera reconnu innocent par le roi en 1722, qui lui octroie des lettres de noblesse et lui accorde une rente annuelle de 6 000 livres.
Estelle ne bénéficie pas longtemps d'une telle faveur car il décède peu après le 16 janvier 1723 à l'âge de 61 ans. La première personne mise en cause est le capitaine Château. Il sait très probablement que la peste est à bord de son navire, mais il fait une déclaration conforme à la réglementation, sans cacher les décès survenus durant la traversée. Il est cependant écroué le 8 septembre 1720 au château d'If et ne sera libéré que le 1er septembre 1723, bien que sa non-culpabilité ait été admise depuis longtemps. On peut ensuite parler des intendants sanitaires. Les intendants sanitaires ont une lourde responsabilité. En effet, ils sont juges et parties. Non indépendants par rapport aux négociants et au pouvoir municipal, ils se sont laissés fléchir pour adopter des règles moins rigoureuses pour la mise en quarantaine des marchandises du Grand Saint-Antoine. Ils ne seront pas inculpés. Quelles sont les traces que la grande peste de 1720 a laissées dans la cité phocéenne d'aujourd'hui? Le Chevalier Rose fut considéré comme un héros de cette époque, ayant délivré Marseille des monceaux de cadavres qui recouvraient les rues de la vieille ville. Son nom est tellement ancré dans l'histoire de la ville qu'une tribune du stade Vélodrome porte son nom. Et oui, le virage sud s'appelle aussi tribune du Chevalier Rose. Comme je vous l'ai dit, l'évêque de Belzunce décida de consacrer la ville au cœur sacré du Christ. Il appelle alors les échevins de Marseille en 1722 à participer à une messe annuelle. Cette tradition s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui, et cette année encore, la messe solennelle a eu lieu le 12 juin en présence du maire et des corps constitués de la ville. De nombreuses fosses communes ont été découvertes dans la vieille ville de Marseille, de nombreux cadavres ont été exhumés. Nous savons que les fosses se prolongent sous certains bâtiments de la ville et il est impossible d'y accéder. Vous pouvez aujourd'hui vous procurer du vinaigre des 4 voleurs sur internet, même sur Amazon. Mais attention, il n'a jamais été prouvé que ce vinaigre avait un quelconque effet thérapeutique. Faites donc très attention aux charlatans. Vous pouvez aussi vous rendre au château d'If pour visiter la cellule du capitaine Jean-Baptiste Château, le capitaine du Grand Saint-Antoine. L'intendance sanitaire existe toujours, vous pouvez passer devant en vous baladant sur le Vieux-Port. Aujourd'hui elle est vide, un message déconcertant y figure cependant. Son organisation remarquable et ses compétences servirent de modèle à tous les grands ports méditerranéens. Inutile alors de parler des 100 000 morts et de la peste causée par l'avidité des intendants. J'espère que cet épisode qui m'a pris plus de temps que prévu à préparer vous a plu. J'ai peut-être été un peu incisif avec les autorités de l'époque qui ont malgré tout une vraie responsabilité dans la mort de plus de 50 000 Marseillais et 50 000 habitants de la Provence. Cependant, il est vrai que Marseille n'avait pas connu de peste depuis plus de 70 ans, ce qui explique en partie le laxisme. Surtout, les responsables sont restés sur place, n'ont pas fui la ville et ont fait leur maximum pour arranger les choses. Si vous voulez en savoir plus sur la peste, je vous conseille de lire le très bon bouquin Marseille, ville morte, la peste de 1720 aux éditions Autre Temps, qui entre plus dans les détails sur ce qu'a été le quotidien des Marseillais à cette époque. Je vous conseille aussi de visiter le musée d'histoire de Marseille qui possède une section dédiée à la peste de 1720 où vous pourrez voir tous les objets qu'utilisaient les médecins de l'époque, les registres et autres outils pour purifier le courrier par exemple. Et pourquoi ne pas vous rendre au château d'If ou sur l'île de Pomègue pour visiter les lieux emblématiques de cette époque, ainsi que la cellule du capitaine Jean-Baptiste Château. En parlant de visites, nous aimerions créer des visites historiques de Marseille, notamment sur l'époque de la peste de 1720, qui est une partie de l'histoire de Marseille totalement passionnante. Donc si vous êtes intéressé, que vous souhaitez participer au projet, apporter votre soutien ou que sais-je encore, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur YouTube, Facebook ou encore à l'adresse qui s'affiche ici. Et comme d'habitude, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux et sur le site Tarpin Bien. Allez, ciao!